Le droit de parler après le chef Black. En tout cas, vous m'avez pris de court. Juste 2 mots pour gérer aussi le temps. Il y a d'éminents conférenciers qui sont là. Et je crois qu'il est plus intéressant d'écouter les éminents conférenciers. Je voudrais juste féliciter et encourager cette génération qui est là, qui a tenu la barre très haute et qui continue aujourd'hui vraiment à représenter dignement prestigieuse qu'est pour participer à l'animation scientifique de cette conférence. Kekeno, étant de la Casamance, nous savons tous ce que cela signifie. Et en pensant à moi pour participer à ce panel, je me suis interrogé, plusieurs questions sont venues dans ma tête, se sont bousculées pour me dire que préparer, que faire. Est-ce aussi une manière de mesurer mon niveau dans le Kekeno? Ou est-ce en tout cas, à la fin de cette conférence, je saurais peut-être porter le titre de Kekeno? J'ose espérer qu'à la fin de ma communication et des débats qui vont suivre, votre honorable président, avec les anciens qui sont là, me décerneront ce titre que j'ai hâte de porter fièrement. Ainsi, mes premiers mots seront sans doute des mots de remerciement et de reconnaissance vis-à-vis des organisateurs de ces 72 heures. C'est l'occasion de féliciter ici votre président pour cette invitation, mais surtout pour son engagement pour le développement de la Casamance et l'épanouissement de sa jeunesse. Je l'ai personnellement connu il y a 2 ans, et vous me permettrez de le dire, au fort moment de la crise universitaire. Et c'est en ces moments justement que votre président et certains parmi ses camarades qui sont dans la salle se sont découverts à moi. Et j'ai compris tout le travail qu'ils ont abattu. Et depuis ce jour, dans le cadre d'une confiance fraternelle, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un frère en face d'eux, ils nous ont accompagnés personnellement, en voyant ces jeunes mettre en place des stratégies, en nous prodiguant des conseils, et en voyant toute une jeunesse se mobiliser derrière eux pour arriver à retrouver la paix dans cet espace universitaire. C'est la première fois que je le dis publiquement. Et de mon point de vue, si je le dis publiquement, c'est parce que aussi j'ai envie, justement, que le public qui est en face de moi, qui sont des frères et moi, puisse comprendre toute cette action qu'ils ont accomplie à des moments difficiles. Étant historien, c'est dans les grands moments qu'on reconnaisse des hommes de valeur. Et ils ont été des hommes de valeur. Contre vents et marées, ils ont montré que le chemin de la paix était possible à l'UCAD et ils l'ont démontré. La seule référence à cette action, c'était le 6 juillet, ici. Quand ils ont accueilli ici le ministre de l'Enseignement supérieur, qui était détesté de tous les étudiants. Mais ils ont osé l'inviter ici, et cet amphithéâtre était rempli. De mémoire, je pense que c'est la seule fois
où cet amphithéâtre était rempli d'étudiants de 9h à 13h pour écouter M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Et si nous avons eu cette occasion, c'est grâce à cette détermination de votre président et de tous ses amis et camarades qui sont dans cette association, mais qui sont aussi dans les autres structures d'étudiants. Alors je voudrais remercier aussi tous les membres du PKNU pour cette invitation. Vous témoignez mes félicitations et mes encouragements au regard des actions que vous avez entreprises ces dernières années pour donner une identité novatrice aux jeunes de la Casamance dans l'espace universitaire. Et sur ce point aussi, permettez-moi de rappeler un point d'histoire. Je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop en octobre 1996. Et comme du reste, comme la plupart d'entre mes frères qui sont là, c'est avec aussi, vous savez, en 1996, nous étions en partie au fort moment de la crise casamançaise. On s'était retrouvés pour créer une association, une fédération des étudiants de la Casamance. Et malheureusement, nous n'avons pas pu, parce que les conditions étaient extrêmement hostiles pour lancer une telle association. Et c'est pour cela que je suis très, très, très content de voir que quelques années après, qu'il y a une telle association aussi qui regroupe tous les étudiants de la Casamance, de Kabrousse à Tambacounda. Ça, vous avez le mérite. Je ne pense pas que ça soit, qu'il y ait une génération qui ait pu réussir cela. Je ne pense pas. Vous avez donc réussi une prouesse, en tout cas, en mettant en place cette association. Cela dit, en m'invitant à participer à cette conférence, vous invitez par la même occasion un fils de la Casamance, un des vôtres, un frère et ami, à vous parler de lui-même, de vous-même et de nous-mêmes. En effet, le thème de ces 72 heures de festivités, la Casamance, une société multiculturelle riche en atouts et dans l'embarras, est à la fois pertinent et d'actualité. Tout en vous félicitant pour ce choix, je m'exercerai tout au long de mon exposé à mettre l'accent sur ce qui fait l'originalité du multiculturalisme casamançais. Peuplement, ethnie, langue, couture, valeurs, organisation sociétale et art de vie, et de vous montrer comment les atouts d'une pareille multiculturalité agissent, interagissent et contribuent in fine au processus de consolidation, de construction et de consolidation d'une société épanouie en Casamance. Pour y arriver, je vais privilégier une approche historique qui aurait l'avantage d'inscrire cette multiculturalité de la Casamance dans le champ de la longue durée et qui permettrait de montrer qu'elle a été un facteur de progrès et d'intégration sociale au grand bonheur de ces populations. Ainsi, ma communication se structurera autour des principaux axes. Au regard du temps, le premier axe, j'avais fait un tour d'horizon de ce qu'on entend par le multiculturalisme, quelles sont les réalités vécues aujourd'hui à travers le monde. Aux États-Unis, comment cette question s'est posée et comment ils sont arrivés à y faire face, en passant par l'Europe, où la question est encore beaucoup plus complexe, au regard du contexte international, et en parlant de l'Afrique. Mais au regard du temps, vous me permettrez de sauter cette partie pour me plonger directement sur le cas de la Casamance. Ainsi, pour cela, j'aborderai juste la question de la géographie,
comment cette géographie qui vous paraît à première vue hostile, comment elle peut être un atout de cette... Elle a été un atout de cette multiculturalité. Je vous parlerai justement du peuplement hétérogène et multiethnique de la Casamance, et en insistant sur un point, sur la cohabitation religieuse comme atout justement de ce multiculturalisme. Donc, vous me permettrez, comme je l'ai dit au tout début, de passer sur le contexte africain et international du débat sur le multiculturalisme pour des questions de temps. Ainsi, pour parler de la géographie, que je considère comme étant propice au multiculturalisme casamançais, il convient de rappeler que la Casamance est située dans ce vaste espace des rivières du Sud, que les historiens appelaient les rivières du Sud, c'est-à-dire toute cette partie de la Sénégambie méridionale qui va jusqu'en Sierra Leone, demeura longtemps sous-peuplée en raison du cloisonnement géographique de cette région, sillonnée par une multitude de cours d'eau, du caractère inhospitalier de son milieu forestier et marécageux et de la rigueur de son climat tropical. Mais au fil des siècles, ces terres fertiles et ces pâturages, denses et riches, attirèrent des communautés de cultivateurs et d'éleveurs, tandis que sa forêt dense et son labyrinthe de marigots et de bas-fonds inondables lui conférèrent sa vocation de zone de refuge pour les peuples en exil ou soucieux de préserver leur indépendance face à d'autres peuples conquérants. C'est pour cette raison que la situation géographique de la Casamance va favoriser l'implantation progressive de populations d'origine diverses et de cultures différentes. La Casamance, un peuplement original si l'on prend l'espace sénégalais tel que nous le comprenons aujourd'hui. Il faut à ce sujet noter qu'à l'origine du peuplement de la Casamance, vous le savez tous, il y avait les Baïnouk, dont l'existence dans cette région est attestée dès le XVe siècle avec le royaume du Kassa, situé sur la rive sud du fleuve face à l'embouchure du Songolongo. Selon les traditions populaires, les Baïnouk aussi quittèrent le Mali pour venir s'installer en Casamance. Ce peuple de paysans laborieux serait venu de l'Est repoussé par les Mandingues de l'Empire du Mali qui avaient entrepris la conquête de la Sénégambie méridionale. À ce sujet, la situation d'exilés de Baïnouk s'exprimerait même selon l'historien Christian Roche, un des premiers historiens à faire une synthèse de l'histoire de la Casamance et un travail pour lequel on fait souvent beaucoup de références. Christian Roche, pour lui, cette appellation même de Baïnouk aurait été donnée par les envahisseurs mandingues et serait la contraction des termes Abaye, qui veut dire sachez Abaye, qui veut dire sachez-le, et Nunko, qui veut dire celui qui a été saché. Bertrand Bocandé, s'appuyant sur les récits des premiers voyageurs portugais tels que Cadamosto et Almada, signale déjà que Birkam était la capitale, l'ancienne capitale du roi des Kassa ou Kassan dans les écrits, et c'est dans la cour du Mansa, ou roi des Kassa, que les Portugais venaient faire leur commerce. Et c'est ça qui va donner la Casa Mansa, ou Casa di Mansa plus tard. Donc, en raison de l'intensité des brachages des peuples, les Baïnouk se confondent encore aujourd'hui avec les populations mandingues et Diola de la Moyenne Casamance.
Et nous savons tous que les relations de cousinage entretenues par les Banyuls et les autres ethnies contribuent au maintien de l'équilibre socio-économique de la Casamance, donc à cette multiculturalité. Mais à côté des Banyuls, je n'insiste pas là aussi, nous avons les conquérants mandingues, l'immigration mandingue en direction de la Casamance daterait du XIIIe et XIVe siècle. Les traditions s'accordent à situer leur provenance orientale du Mali. Et quand on fait des enquêtes de terrain, facilement, quand vous interrogez, tous les Mandins vous diront comme Mota Tilibo. D'où venez-vous? Nous venons du Tilibo, c'est-à-dire de l'Est. Autrement dit, de l'Empire du Mali. Pourtant aussi, le groupe Mandin, c'est un groupe très composite. Mais il semble que les premiers Mandinques, djoula musulmans et des guerriers Mandinques, qui se sont installés en Casamance étaient déjà des musulmans munis du Coran et du chapelet, professant la parole d'Allah. Et la plupart étaient venus s'installer d'abord dans le Dakar. Au même moment où ils s'installaient et exerçaient leur domination sur les populations autochtones, notamment en Bayour, les Mandingues laissaient des espaces ouverts pour les populations migrantes. Ce qui laisse croire que l'arrivée des Mandingues en Sénégal fut sans doute accompagnée de celle des peuples, car, comme le souligne ce dicton kabonké, là où un Mandingue s'installe le matin, il est rejoint le soir par le peuple. Et ça, pour plus d'informations, il faut vous référer aux travaux de Noa Cissé sur la fin de l'Empire du Kabou et l'émergence du Fouladou, mais également le travail de Mamadou Mané, à savoir la contribution à l'étude historique de l'Empire du Kabou. Deux doyens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mamadou Mané avait même promis d'être là, mais il n'est pas bien présent. Et vraiment, je vous transmets en même temps ces salutations ici. Ensuite, donc, comme ils sont rejoints par les peuples que nous sommes, il faut noter que la première vague d'Oncopel serait celle qui se confond avec le groupe des Mandingues venus de l'Est, au temps de l'Empire du Mali. Cette longue cohabitation révèle dans une large mesure la complémentarité qui existe entre les deux communautés. La cohabitation fut d'abord pacifique, mais lorsque le Gabou se mua en état esclavagiste sous l'influence de la traite atlantique, les laborieux éleveurs Peuls furent les premières victimes des razzias dirigées par les nobles Gabounkés, pour naturellement appeler Nyancho. Ces tensions constituèrent l'élément déclencheur de la révolte des Peuls de Haute-Casamance et de la conquête du Gabou par les Peuls du Fouta-Djalon dans la seconde moitié du XIXe siècle. La création du roi Guillaume du Fouladou par Alpha Molo, consolidée par son fils, ainsi que le développement de la culture de l'arachide et du coton autour du comptoir français de Sédou, devait renforcer la sédentarisation des Peuls en Haute et Moyenne Casamance. Moi, mes travaux portent essentiellement sur cette région. Après les Peuls, après les Mandingues, les Peuls et les Bayoum, qui sont donc, vous le voyez bien, dont les origines, la provenance se situe à l'Est, globalement, dans l'ensemble, verrez que la suite, à savoir les Diola et les autres peuples, pour l'essentiel, vont venir du Sud. À l'époque où les Portugais exploraient les rivières du Sud, au milieu du XVe siècle, un autre peuple de valeureux guerriers et cultivateurs avait commencé à investir les pays forestiers de la Basse-Casamance. Selon la version la plus plausible, les Diola auraient une origine guinéenne. On relève en effet de fortes ressemblances linguistiques, religieuses et culturelles avec des peuples côtiers de la Guinée-Bissau, comme les Mandjaks. De l'avis du chercheur américain Robert Baum, un besoin de nouvelles rizières générées par un accroissement de la population
aurait poussé les Diola à migrer vers le nord pour fonder des villages dans les forêts casamançaises. Les conflits armés entre communautés provoqués par cette pénurie de terres cultivables plus au sud semblent avoir été un autre motif de migration. Vers la fin du XVIIIe siècle, les Diola auraient ainsi conquis les deux rives de la Basse-Casamance. L'expansion Diola se fit au détriment du peuple Baïnouk et est donc à mettre en corrélation avec le déclin du royaume Baïnouk du Kassa. Et au début du XIXe siècle, donc c'est un peu ça par rapport à ces origines Diola, mais là aussi, je ferai référence surtout aux travaux de Philippe Meguel, historien qui est à l'université à Sansec de Ziguinchor actuellement, et avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et même sur ma communication, on a beaucoup échangé sur ça là. Je le remercie ici, parce que sans doute il y a des gens qui le connaissent. Mais je vous recommande beaucoup, en tout cas pour ce qui est de la Basse-Casamance, de lire sa thèse. Vous comprendrez vraiment beaucoup de questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc au début du XIXe siècle, les Balantes, un peuple aussi de guerriers paysans, jusqu'alors confinés le long de la rivière guinéenne de Cacheu, entrèrent à leur tour en conflit avec les Kassanga. Cette guerre aboutit vers 1830 à l'invasion du royaume du Kassa par les Balantes. Cette période de grande instabilité politique correspond aussi à la conquête des pays Baïnouk par les Diola. C'est pour cela que les Baïnouk vont progressivement disparaître. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, par la suite, la Casamance, grâce à l'action des colonisateurs français, devient aussi la terre d'accueil de populations Wolof, de Sérères et de tout couleur venus du nord, mais aussi du groupe Manjek de la Guinée portugaise, dénommé dans les textes les Mandiago. L'installation de ce dernier groupe en Casamance correspondit au début de l'exploitation du caoutchouc vers 1880. On note aussi pendant cette période l'arrivée d'une nouvelle catégorie de migrants que l'on pourrait qualifier d'exilés politiques, et surtout venant des cantons du nord, c'est-à-dire au niveau de la Sénégambie méridionale et septentrionale. La plupart, parce que ça aussi, nous l'avons constaté par exemple, la plupart des exilés, certains récalcitrants, aussi bien les chefferies indigènes dans le cadre de la colonisation française, l'administration de la mise en œuvre de l'administration coloniale française, on a constaté que la Casamance était le territoire véritablement où étaient envoyés, tous les récalcitrants ou les chefs de canton hostiles à l'administration coloniale au niveau des provinces du Nord, au niveau de la Sénégambie du Nord, étaient aussitôt envoyés en Casamance. Je parlerai par exemple, à ce qui me concerne, de Abdou Diallo, d'un certain autre Abdoundia qui est parti s'installer en Guinée portugaise, etc. Et nous avons aussi d'autres personnages comme Aïmé Roubaï, qui va créer le village de Loudia Wolof, que vous connaissez bien, Biramdia ou Djaké Wolof, tout ça, ces villages-là, vous les connaissez autant que moi. Donc, la Casamance était cette terre qui accueillait ceux qui avaient maille à partir avec l'autorité coloniale dans les autres provinces. Mais également, tous les administrateurs coloniaux qui avaient été, qui avaient échoué dans leur méthode, dans le maintien de l'ordre colonial, soit en Algérie ou en France, étaient envoyés en Casamance, justement. Et c'est ça qui fait que, souvent, c'est ce qui explique cette trajectoire, cette confrontation violente entre l'autorité coloniale en Casamance et les populations autochtones. Ça, on a une liste, quand on voit le parcours de ces chefs-là, de ces chefs, de ces administrateurs coloniaux, et c'est vraiment une chose remarquable. Donc, après la Première Guerre mondiale, un autre peuple en provenance de la colonie portugaise de Guinée fit son apparition en Casamance. Ce sont les Mankaï, encore appelés Bram. Cette dernière dénomination, Bram, B-A-R-M-E,
Cette dernière dénomination dériverait du nom propre Brahima, fils d'un roi Peul du Fouta Djallon. Là aussi, d'après des traditions, que les Mankaï, qui seraient nés de l'union amoureuse entre ce prince Peul et la fille d'un roi Mandingue Moula, se seraient exilés de l'actuelle Guinée-Conakry pour s'établir dans la Guinée voisine. Mes meilleurs amis sont des Mankaï. Et à la suite de ça, quand j'ai découvert, j'ai dit à mon ami Mankaï, Frédéric Salé, je voyais pourquoi donc vous avez le teint clair. Et je le fatigue souvent. C'est ça aussi qui est la Casamance aussi. À travers cette historique, on peut constater l'extrême diversité des migrations vers la Casamance, avec au fil des siècles des populations venues de tous les horizons et muées par des motivations très variées. Expansion mandingue partie du Mali médiéval et qui allia campagne militaire et colonisation agricole, exil du peuple Baïnouk, refoulé vers l'est par les conquérants mandingues, arrivé par le sud de riziculteurs Diola et Balante à la recherche de nouvelles terres. Puis, au cours de la période coloniale, on assista à l'établissement des traitants Wolof du Nord, à la sédentarisation des peuples de la Casamance liée à l'instauration des cultures de l'arachide et du coton, mais aussi de mandiac de Guinée portugaise, attirés par l'exploitation lucrative des lianes à caoutchouc ainsi qu'au déplacement de populations fuyant les persécutions du colonisateur européen. Ces multiples mouvements de population favorisèrent le processus de brassage humain et de métissage culturel qui force le particularisme casamançais. Donc c'est essentiel à retenir. C'est des Mandingues qui viennent de l'autre, du Gabou, musulmans, guerriers. C'est des Diola qui viennent du sud, aussi guerriers. C'est pour cela que dans un travail que nous sommes en train actuellement de mener, je dis qu'en définitive, la Casamance peut être en dehors des peuples que nous sommes, et la terre des guerriers, où tous les guerriers se sont rencontrés. Donc, essentiellement, c'est ça. Et heureusement, donc, il y a les peuples qui arrivent à dire au matin, faites doucement, et au Diola de regarder les peuples, et au Balant aussi de se calmer. Voilà. Maintenant, de montrer, quand ils se sont installés, quel a été le produit de ce métissage culturel en Casamance. Si j'ai tenu à rappeler ce processus historique de mise en place des principaux groupes ethniques et socio-linguistiques, c'est plus pour montrer que le multiculturalisme casamançais dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. Encore moins le produit d'un... Une fois Casamance, il y a eu de multiples brassages et d'influences socio-culturelles entre les différents groupes et entre les différentes communautés. Celles-ci ont affecté considérablement tous les aspects de la vie économique, sociale, politique et religieuse. Auparavant, il y a lieu de noter que certaines migrations s'accompagnèrent de guerres de conquête. C'est le cas de l'expansion mandingue, mais aussi de la prise de possession des terres de la basse Casamance par les communautés Diola. Cependant, force est de constater que ces campagnes n'ont pas été aussi sanglantes et destructrices comme on semble penser. Par ailleurs, les tensions entre les différentes communautés installées en Casamance semblent avoir été souvent exacerbées par l'intrusion européenne. Et c'est là où véritablement il y a eu une production de violence véritablement à l'extrême. Mais les conflits entre la violence qui a existé entre les communautés n'était pas aussi puissante comparée à celle introduite par le colonisateur. Mais si l'on considère l'histoire sur une longue période, on constate que la rencontre des différentes communautés ethniques généra plutôt un harmonieux brassage humain et culturel et des influences socio-culturelles réciproques. Je prendrai d'abord pour exemple le rayonnement remarquable de la civilisation kabouki. La cohabitation à une mandinguisation des autochtones baïnouk. C'est ce métissage avec les Malinké, entre baïnouk et mandingue, qui produisit notamment le peuple Kassanga, c'est-à-dire ces baïnouk
qui sont dans la moyenne Casamance et qui allaient jusqu'à attribuer à leur roi le titre de Mandingue de Mansa. Et c'est de là que naquit justement l'expression Kassa di Mansa. Kassa di Mansa, qui produit aussi le nom de la Casamance. Autrefois, pour les Portugais, les écrits portugais ont fait référence au fleuve, et ici, c'est plus par ces relations, ces brassages qui existent entre les Mandingues et les Baïnouk. Mais de l'autre côté, les Kabounké adoptèrent volontiers certaines coutumes locales des Baïnouk, telles que celles qui veulent que le neveu du côté de la sœur hérite des biens de son oncle. Ce fut aussi le même résultat qu'on observa dans la cohabitation entre les Peuls et Mandingues. Le brassage s'est traduit par l'utilisation d'idiome mandingue par les Peuls. Et ça, c'est vraiment une domination totale. Ainsi, chez les Peuls, on appellera Bon, Siron, chez les Mandingues. Djalan, chez les Peuls, Djalan. Bumba, c'est-à-dire la case là, centrale au sein d'une famille, Bumba, etc. Des termes ayant quasiment la même prononciation de part et d'autre et qui renvoient à la même signification. Et c'est ce qui fait que j'ai l'habitude de dire à tous mes amis qui veulent apprendre le mandingue, il suffit d'ajouter à chaque mot « o » et tu parles mandingue. Exercez, faites l'exercice, vous verrez. Un autre phénomène édifiant est ce que j'appelle le processus d'assimilation mutuelle entre les Baïnouk et les Diola. Certes, après une longue période de cohabitation, les rapports entre ces deux peuples s'étaient dégradés au cours du XVIIe siècle. Sur la rive sud de la Casamance, une pression démographique accrue sur les terrains de culture disponibles semble être à l'origine des tensions. Les Diola engagèrent sur plusieurs générations une série de batailles contre la communauté Baïnouk qui prit fin vers 1700. Par conséquent, on assista non pas à la disparition brutale des Baïnouk, mais plutôt à une assimilation graduelle de ce peuple au Diola, comme le démontre l'existence d'un fond linguistique commun et de similitudes concernant les pratiques rituelles, les techniques agricoles et certaines activités artisanales. Au point de vue de l'organisation politique, il est aussi à noter que si les sociétés Peuls et Mandingues demeurent par excellence le domaine de l'organisation politique et sociale, fortement centralisée et hiérarchisée, les populations Diola et Baïnouk semblent partager l'absence d'organisation politique centralisée. Je suis très nuancé aussi dans mes propos. Ajoutons que les Baïnouk exercèrent également une influence déterminante sur l'évolution de l'organisation politique et religieuse des communautés Diola. En tant que défricheurs de la forêt et premiers propriétaires du sol, ils détenaient de nombreux outils fétiches, parmi les plus puissants qui léguaient aux nouveaux venus en même temps que la charge du roi grec. Ici, je viens de citer, faire référence au travail de Philippe Meguer. Donc, au point de vue politique, ça a été aussi une chose extrêmement importante. Et le colonisateur, pendant longtemps, n'avait pas compris, justement, l'organisation politique des Diola. Et c'est ça qui fait que, dans la basse Casamance, jusqu'au début, après la Première Guerre mondiale, par moment, on entendait tonner les armes. Et ce n'est pas pour rien aussi qu'ils ont beaucoup perdu de leurs lieutenants dans cette zone. Parce que jusque-là, ils avaient pour la plupart du temps, la France avait pour la plupart du temps à faire face à des sociétés qui étaient organisées, qui étaient bien hiérarchisées. Et tel n'était pas le cas en Basse-Casamance. Et c'est ça aussi qui montre un peu qui nous donne une compréhension beaucoup plus claire de ce qui se passe aujourd'hui. Et je termine enfin par la cohabitation religieuse. Le multiculturalisme casamancé s'exprime aussi à travers le caractère pluriligieux de ces populations. Dès le 19e siècle, la Casamance apparaît comme le foyer de trois religions. Les croyances ancestrales des Baïnouk, des Mandingues, du Gabou et des Diola
bien que concurrencés par les religions révélées, importées par les missionnaires catholiques et les prosélytes musulmans, continuent jusqu'à nos jours à vivre à travers de multiples rites tels que le Kumpo Baïnou, la consultation des Djalans, nous sommes tous là, par moment, si on retourne en Casamance, mais voilà, c'est important. Le Kayak et le Boukout, le culte des défunts chez les Mankaï et les Monjaks. C'est des pratiques, bien que nous soyons musulmans ou catholiques, mais on ne manque pas justement de faire référence à cela. Et c'est justement, c'est à ce moment où on se sent le plus à l'aise, où on retrouve en quelque sorte notre vraie identité. En dépit des rivalités avec les prédicateurs de l'islam et des tensions parfois exacerbées entre les premiers chrétiens et leurs parents demeurés fétichistes, le catholicisme a su au fil des temps aussi